Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, le FNDC en démonstration ce vendredi à l'université Kofi Annan. Une conférence de presse organisée s'est transformée en meeting. Plusieurs leaders politiques membres du FNDC ont pris part à cette rencontre. Le front veut désormais changer de stratégie. Pendant ce temps, l'installation des démembrements de la CENI a débuté et l'opposition n'est apparemment pas représentée. C'est le constat qui a été fait à Matoto pour la mise en place des CCI. Ailleurs en Afrique, un hommage grandiose est rendu à Didier Arafat. Depuis ce vendredi matin, l'État ivoirien a mis tous les moyens en œuvre pour rendre un hommage mérité à celui qui était considéré comme le roi du coupé-décalé. Les échos, ce sera dans ce journal dans un instant. Vendredi 30 août 2019, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 22h. Le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, affûte ses armes et change de stratégie. Les leaders réunis au sein de ce mouvement ont animé un meeting ce vendredi pour réitérer le sens de leur combat. Ousmane Kaba, Sidia Touré, Abdoul Kabele Kamara, Abdourahmane Sano et les autres ont dégagé les orientations stratégiques du FNDC devant une foule nombreuse qui était emballée par les messages véhiculés. Elisabeth Dietlin, Amara Alexila pour le compte-rendu. Une conférence qui se transforme en meeting. Les organisateurs en sont conscients. Et s'il y a eu plusieurs déclarations, c'est parce que chaque leader voulait communiquer avec les militants qui ont massivement répondu. Surtout qu'en ce moment, les partis politiques d'opposition ont besoin de se présenter unis. Ce fut le cas en 1958, lorsque nous étions à la recherche de la dignité de l'Afrique et de l'indépendance de la Guinée. La Guinée était une et indivisible. C'est encore le cas aujourd'hui. Lorsque le peuple de Guinée est à la recherche de la démocratie vraie, qui ne peut exister sans alternance. C'est pourquoi toute la Guinée est ici. La Guinée est une et indivisible. Avec un ton ferme, l'opposant Sidia Touré veut dissuader les promoteurs du changement constitutionnel qu'il soupçonne de vouloir un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Nous savons ce qu'il y a dans ce fichier. Ces questions de démembrement, on essaye de nous opposer, mais ça n'a aucune importance. Parce que nous n'acceptons aucune élection avec 1,5 million d'électeurs sur le État. Nous n'accepterons pas que la révision se fasse à la CENI sans que l'opérateur qui a été désigné par appel d'offres conformément à l'ONU que nous avons accepté tous avec la communauté internationale, le gouvernement et tout cela, si ce n'est pas fait, nous ne l'accepterons pas. Le FNDC, c'est surtout ces jeunes activistes de la société civile. Ils sont présents sur les réseaux sociaux et vont à la rencontre des populations. Cet activiste n'exclut pas de recourir à d'autres actions de protestation si le président venait à exprimer sa volonté de briguer un troisième mandat. Oui, on attend le professeur Alpha Condé à ce qu'il dise le mot d'ordre parce qu'en temps normal, le mot d'ordre doit venir de lui. Ceux qui s'agitent en disant oui pour la nouvelle constitution ou autre chose, les petits ministres, les petits directeurs, ils n'ont rien compris. Nous, on attend le professeur Alpha Condé au tournoi, à ceux qui disent oui à la nouvelle constitution. Ce jour-là, ce qui est court, ah non, mon ami, on va anticiper. Au dire des membres du Front national pour la défense de la Constitution, ce combat contre un changement constitutionnel est loin d'être terminé. Sur un ton ferme, le vice-président de l'UFDG représentant son parti à ce meeting a demandé aux promoteurs d'une nouvelle constitution qui semble réduire le FNDC à un seul parti de demander au président de la République de se déterminer sur ses intentions véritables. Les propos de Dr Fodé Fofana sont recueillis par Elisabeth Dietlin et par Amara Alexila. De la constitution, c'est un homme. Un parti politique. C'est qui a oublié, le front, c'est le peuple. C'est le peuple de Guinée, c'est vous, c'est moi et c'est tout le monde. Et personne ne peut quelque contre le peuple. Karl Marx l'a dit, quand la conscience pénètre la masse, elle devient une
forces matérielles. Je veux dire, quand on n'a pas été employé, on n'a pas été employeur. Quand vous donnez le pays à quelqu'un qui n'a rien fait, ni ici, ni ailleurs, qui ne peut pas, il n'a été ni employé ni employeur, si vous donnez le pays, voilà la situation dans laquelle nous serons. Et pendant ce temps, l'installation des démembrements de la CENI a débuté sans les membres de l'opposition. La commission électorale communale indépendante CECI de Matoto a été installée ce vendredi. Les partis politiques de l'opposition n'auraient pas déposé la liste de leurs représentants et le superviseur David Camara de la CENI a déclaré que l'installation des démembrements de Matoto s'est déroulée dans les règles de l'art. Les images de Alseni Camara sont commentées par Ali Badara Camara. 21 membres sur 39 inscrits ont prêté serment dans la matinée. Ils sont de la société civile, de l'administration et de la mouvance présidentielle. Ici à Matoto, Moussa Sangaré de la société civile a été réélu président de la commission électorale communale indépendante. J'ai encore eu la confiance de mes pairs, comme Honorable l'a dit. Et ce que la commune peut attendre de moi, c'est la même chose que j'ai toujours fait. Je suis dans ce démembrement depuis 2015 et j'estime que de par mon travail, il y aura la transparence et il y a toujours eu en quelque sorte l'ouverture pour tous les partis politiques et l'inclusion. C'est ça surtout, je garantis. La transparence et l'inclusion, c'est-à-dire toutes les parties prenantes seront associées à tout le processus. Les trésoriers viennent de la mouvance présidentielle. Et le rapporteur n'est pas encore élu, chose qui revient à l'opposition. C'est ce sentiment de fierté, de reconnaissance à l'endroit de mes pères, collègues commissaires de la CECI de Matoto. Le superviseur de la CENI apprécie le processus d'installation de la CECI. Que la procédure telle que indiquée soit respectée par tout le monde. Vous avez vu l'élection du président, comment ça s'est passé, l'élection du rapporteur ou du trésorier, comment cela s'est passé. Ça s'est passé au vu et au su de tout le monde. Et je pense que quand tout le monde aura vu la façon dont ça s'est passé, tout le monde comprendra qu'à Matoto, c'est dans la transparence que l'opération d'installation du démembrement s'est passée. La commission électorale communale indépendante a été aussi installée ce vendredi. Aucun représentant de l'opposition ne figure sur la liste. Justice à présent ce vendredi au tribunal de première instance de Mafanko. Les nouveaux commissaires de la CECI de Matoto et de Matam ont prêté serment devant les magistrats. Ils promettent de servir la nation et exercer leurs fonctions en toute impartialité. Notre équipe de reportage a pris part à la cérémonie de prestation de serment. Alassane Dafé, Ibrahima Souri Kamara. 37 cadres issus des partis politiques, de l'administration et de la société civile ont prêté serment ce vendredi matin au tribunal de première instance de Mafanko. Ils sont membres des commissions communales indépendantes de Matam et de Matoto. Leur mission, mettre en œuvre les actions devant concourir à l'organisation des prochaines élections législatives. Les nouveaux commissaires de CECI ont déjà été préparés à jouer leur rôle. Des techniciens de la Commission électorale nationale indépendante ont largement expliqué les missions de démembrement dans les différentes circonscriptions électorales. Aucune date n'est encore connue, mais la CENI dit être à mesure d'organiser les élections législatives d'ici la fin de l'année. Voilà cet élément de Alassane Dafé commenté par Adgassimou Yaliba. Le contrôle judiciaire contre le journaliste Aboubakr suit son cours normal. Ce vendredi, il s'est présenté au TPI de Kaloum accompagné de son avocat et de quelques journalistes. Selon Azokaba de Lynx FM, le contrôle judiciaire se poursuivra. Il dit ne pas comprendre pourquoi seul le contrôle judiciaire contre Tierno Souleymane Diallo a été levé alors que les deux faits sont liés. C'est un reportage que nous signe André Mossier Milimono, Abakar Keke Bangoura. Aboubak au TPI de Kaloum. Le journaliste de Lynx FM placé sous contrôle judiciaire est venu émarger. Juste quelques minutes dans le bureau du juge d'instruction, il est déjà au dehors. Le co-animateur de l'émission incriminée est à ses côtés.
convaincus que la mesure imposée qui est déjà levée pour leur patron ne devrait pas continuer à s'imposer à Aboubakr. Nous sommes très surpris que les juges dissocient les deux dossiers, puisqu'ils ont été mis sous contrôle judiciaire sur les mêmes faits de complicité, de production, de diffusion des données, de nature à troubler la sécurité publique. Et M. Diallo Suleiman, c'était le 19 qu'il avait été inculpé. Et Aboubakr, le lendemain, avait été inculpé sur les mêmes faits. Dans les conditions normales, ce qui avait été requis, c'est que la levée concerne les deux. Le journaliste sollicite par ailleurs la clémence du juge afin que le contrôle judiciaire d'Aboubakr puisse être levé. Nous avons espoir avec nos avocats que Aboubakr reviendra avec nous dans l'émission Œil de Lynx qui démarre le 2 septembre et je pense qu'il reviendrait au juge de revenir à de meilleurs sentiments. Nous sollicitons à ce qu'il obtienne aussi cette liberté, la levée de cette mise sous contrôle judiciaire. Plusieurs actions ont été menées par la presse pour exiger l'application de la loi L002 portant liberté de la presse. La dernière en date était la synergie des radios tenue hier jeudi. Clôture ce jeudi de la 3e réunion d'évaluation du free roaming à Conakry. Cette rencontre a mobilisé 8 pays membres de la CEDEAO qui ont ratifié le protocole d'accord sur la mise en place des appels téléphoniques à tarif unique en Afrique de l'Ouest. Au terme de ces 2 jours d'évaluation, les perspectives ont été proposées dans le rapport final. Le compte-rendu est signé Ali Badara Kamara et Amara Alexila. Ce sont au total 8 pays qui ont pris part à ces travaux de free roaming de la CEDEAO qui ont duré 2 jours. Il s'agissait de procéder à l'évaluation annuelle de ce projet. Pour cette année, des solutions palliatives ont été prises pour le bon climat des affaires de free roaming en Afrique de l'Ouest. Ces 2 journées nous ont permis de voir, comme je l'ai dit hier, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de réticences au niveau de certains opérateurs pour l'implémentation du free roaming. Donc des recommandations ont été faites qui vont être remontées à tous les directeurs des autorités de régulation pour un meilleur suivi du projet. Et cela aussi pour la mise en place du règlement de la CEDEAO que nous voulons adopter. Alagimama Laminou est le directeur exécutif de l'autorité de régulation des postes et télécommunications de l'Afrique de l'Ouest, ARTAO. Il a dans son discours signalé l'arrivée de 2 pays anglophones dans le projet Free Roaming. Qui sont dans le processus justement de rejoindre le projet de l'accord d'Abidjan. 2 pays frères, 2 pays anglophones, à savoir la Sierra Leone et le Libéria qui vont bientôt rejoindre le projet de l'accord d'Abidjan. Ismaël Traoré est le porte-parole des 8 pays qui ont pris part à la 3e réunion d'évaluation du free roaming à Conakry. Il se réjouissent de cette 3e réunion. Participant à la 3e réunion d'évaluation du free roaming en Afrique de l'Ouest, témoignons notre gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Alpha Condé, au gouvernement et au peuple de la Guinée, au directeur général de la RPT et à ses collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour le succès de cette rencontre. En dépit du free roaming, le régime Alpha Condé avait signé un contrat avec le GVG. L'objet du dit contrat était de doter la Guinée de moyens techniques adéquats pour contrôler et taxer les appels internationaux entrants. Mais malheureusement, le Global Voice a condamné l'État guinéen au tribunal arbitral de Paris. C'est pour rupture abusive de contrat. Ainsi, l'État guinéen devra lui payer plus de 20 millions de dollars, soit environ 200 milliards de francs guinéens. Lancement ce vendredi à Conakry du prix Yagine Fodé. C'est un concours journalistique. Les candidats doivent produire des reportages et des articles sur la migration illégale. Il a pour objectif de sensibiliser les jeunes sur les méfaits de ce phénomène. C'est une initiative de l'Association des femmes journalistes de Guinée. Rosaline Gotom-Onemou, Tierno Sadouba. Le prix Yagine Fodé est un concours journalistique. Les candidats à ce concours doivent produire des reportages ou articles axés sur la migration illégale. L'Association des femmes journalistes de Guinée trouve qu'à travers les médias,
ce phénomène pourrait prendre fin. Elles invitent les candidats à faire preuve de professionnalisme dans le travail. La plupart des Guinéens qui tentent cette aventure, c'est des jeunes. Donc on a décidé vraiment de faire un concours sur cela parce que les jeunes, c'est l'avenir d'un pays. Si tous les jeunes décident d'aller ailleurs de façon irrégulière, où ils vont être confrontés à un trafic humain, où ils risquent de mourir, je pense que c'est la Guinée qui perd. L'ambassade italienne en Guinée est l'un des partenaires de ce projet. Le chargé par intérim aux affaires salue l'initiative et invite les jeunes à rester dans le pays et à travailler pour son développement. J'ai beaucoup apprécié l'initiative qui a été mise en œuvre ce matin. Et j'espère qu'il soit sûrement la première dans tel genre d'initiative parce que, comme je disais aux autres, il faut que la vérité soit expliquée. Il faut travailler, il faut que les jeunes travaillent ici en sachant que l'Afrique subsaharienne et l'Afrique en général est le continent du futur. Le département des Guinéens de l'étranger compte renforcer la migration légale. Pour y arriver, il joue le rôle de facilitateur auprès des ambassades afin d'aider les jeunes qui sollicitent aller à l'étranger dans le cadre officiel. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui voudraient aller au-delà de la Guinée, donc vers l'Europe ou ailleurs, pour poursuivre à travers des masters, à travers des doctorats, à travers des professorats. Et c'est en cela que nous sommes en train, le département est en train toujours de discuter avec les ambassades pour encourager ces jeunes, pour faciliter leur départ. La participation à ce concours est réservée aux journalistes guinéens, employés, freelance ou blogueurs dans la limite d'âge de 35 ans. Fin ce vendredi d'un atelier de renforcement de capacité des entreprises et associations de jeunes dans la réalisation des programmes et de projets de développement. Cette cérémonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, Antoinette Dédé Onivogui, et Alceni Camara pour le compte-rendu. Il s'agit de contribuer à réduire l'exclusion sociale en facilitant l'accès à l'emploi et aux revenus en faveur d'un grand nombre de jeunes, souvent marginalisés. Le ministère de la Jeunesse, en collaboration avec l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi, ont initié une formation de 5 jours en faveur de 50 PME de jeunes. La tenue de cet atelier s'inscrit parfaitement dans le cadre des missions assignées à l'AGETIP, qui sont, entre autres, d'appuyer les services de l'administration publique, des collectivités locales et toute autre entité publique dans la réalisation des programmes et projets, de favoriser l'implication des entreprises, associations, bureaux d'études et cabinets de consultants locaux, privés, dans la réalisation des actions de développement économique et social durable. Plus facile à mettre en place que les grandes entreprises, les PME rencontrent parfois d'énormes difficultés, selon ses promoteurs. Rencontrons d'énormes difficultés dans la constitution des dossiers de soumission et que l'approche IMO est une nouveauté dans la plupart des entreprises. Nous lançons un appel au gouvernement de mettre à disposition à l'AGETIP des moyens nécessaires, efficaces, afin qu'elle réalise sa mission de renforcement de capacité et d'appui des PME, de jeunes évoluant sur le territoire national. Placé sous la présidence du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, Mokhtar Diallo a dans son allocution fait des plaidoyers. Je profite de la présente cérémonie pour lancer un plaidoyer auprès des départements ministériels et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers afin d'accompagner l'AGETIP, qui est un excellent outil de création massive d'emplois. Deuxième du genre, ce programme va permettre à ces 50 PME de disposer des compétences requises, de connaissances suffisantes en savoir et en savoir-faire en vue d'être compétitifs sur le marché. Cap à présent sur l'intérieur du pays pour parler des victimes d'inondations de Sangaredi dans la préfecture de Bouquet qui viennent de bénéficier de 2 tonnes de riz et d'un montant de 5 millions de francs guinéens. C'est un don de Mamadou Ouriba, un fils de la localité. La remise s'est déroulée en présence des autorités locales et de celles de la commune rurale. Salifouli Fossissé et Aboulaye Keita, nos correspondants dans la zone. Les fortes pluies du mercredi dernier ont fait des dégâts matériels importants à Samayabé. La rivière se trouve juste à la rentrée de Sangaredi. Depuis, les personnes de bonne volonté ne tardent pas à apporter leur soutien. Aujourd'hui, nous avons reçu le don d'un fils
de Sangaredi, M. Ba, nous sommes vraiment réconfortés de joie. Donc c'est quelque chose, nous sommes victimes de l'inondation, ce n'était pas un souhait, mais c'est la volonté de Dieu. 11 ménages, 83 sinistrés sont touchés par cette inondation. Le maire de Sangaredi parle de l'occupation anarchique des citoyens tout au long de cette rivière. Il suffit de respecter le code sur l'habitation, sur l'habitat. Donc il faut de part et d'autre de la rive respecter les 25 mètres au minimum. Donc nous allons nous atteler à ça et nous allons essayer de sensibiliser les communautés par rapport au respect de cette norme. Et ceux-là qui ont déjà construit, nous allons les sommer à voir comment faut-il rectifier le tir pour ne pas être victime l'année prochaine ou les années suivantes. Mamadou Riba de Bouléré n'est pas à son premier geste. Pour cette dernière action, les victimes ont reçu chacune au moins une enveloppe de 350 000 francs guinéens et 2 sacs de riz. Je ne peux que m'en féliciter et le remercier davantage. Et aussi l'appel que je voudrais lancer, c'est de dire aux autres bonnes volontés de venir à la rescousse de cette communauté, notamment ces 11 familles. Aujourd'hui, il y a une famille, comme vous l'avez vu, qui a complètement perdu sa maison. Donc j'estime qu'il y a de bonnes volontés qui vont appuyer davantage à ce que M. Ba, Wouri de Bouléré, est en train de faire. Malgré sa cohabitation avec la plus grande compagnie minière du pays, ces sinistrés n'ont toujours pas reçu leur soutien. Sur le continent, à présent, la Côte d'Ivoire célèbre Ouan-Ange Didier, connu sous le nom de Didier Arafat. Après sa mort, le 12 août dernier à Abidjan, la dépouille mortelle du roi du coupé-décalé reçoit tous les honneurs. Ce vendredi, des funérailles grandioses ont été organisées dans l'enceinte du plus grand stade de la Côte d'Ivoire. L'ambiance se poursuit avec les artistes venus de partout et qui se succèdent sur le podium. Djibril Ba nous en dit plus. Arafat Didier, mort tragiquement le 12 août dernier, rejoindra sa dernière demeure demain, samedi, au cimetière de Williamsville à Abidjan. Ce vendredi, un hommage vibrant et solennel lui est rendu. Depuis ce matin, plusieurs fans de l'artiste appelés aussi les Chinois, au regard de leur nombre, se sont rendus au stade Félix Houphouët-Boigny pour un dernier adieu. Le gouvernement ivoirien s'est mobilisé, les artistes locaux et ceux en provenance des autres pays du continent prennent part aux obsèques du roi du coupé-décalé. Kofi Olomide Fally Ipupa, Guy Martins, Sidiki Diabaté, Dadju et bien d'autres sont à Abidjan depuis hier. Côté guinéen, on a pu voir l'artiste Oudi Premier qui ne cache pas son affection pour le Daïchikan. Le stade Félix Houphouët-Boigny est le plus grand stade de Côte d'Ivoire avec ses 35 000 places et il a refoulé du monde pour ses obsèques dignes d'une légende. Les rêves d'Arafat Didier, mort à l'âge de 33 ans, sont ainsi réalisés. Dans une de ses nombreuses vidéos, l'artiste avait souhaité qu'après sa mort, des hommages grandioses lui soient rendus, chose qui est désormais faite. En Ouganda, tous les jours, des enfants se rendent à l'école en traversant la frontière entre la République démocratique du Congo, RDC et l'Ouganda, à Mpondoué, le principal point de passage entre les deux pays. Un nouveau cas d'Ebola y a été recensé jeudi côté ougandais, celui d'une fillette congolaise de 9 ans arrivée sur place mercredi avec sa mère, quelques jours après une visite d'une équipe de l'AFP. Djibril Ba nous commente ces images. Tous les matins à l'aube, ces enfants congolais sont les premiers au poste de frontière avec l'Ouganda. Avant de pouvoir aller à l'école dans le pays voisin, ils doivent se désinfecter les mains avec de l'eau mélangée à de la chlorine. Leur température est prise. Des contrôles sanitaires obligatoires mis en place en 2018 pour prévenir la transmission du virus Ebola. Les jours normaux, nous contrôlons entre 6 000 et 10 000 voyageurs. Dans cette école primaire, plus de 150 enfants sont congolais, soit 10% de la population de l'établissement. Ils sont envoyés par leur famille en Ouganda pour recevoir une éducation de meilleure qualité. Pour faire face au risque de la maladie, le corps enseignant éduque les enfants et leur communauté aux mesures sanitaires à respecter. Chez nous, nous nous lavons tout le temps les mains et nous ne laissons pas rentrer n'importe quel visiteur. Avant qu'on puisse les recevoir, ils doivent d'abord passer les contrôles sanitaires. Et une fois cette étape passée, nous les accueillons à bras ouverts. En juin, 3 membres d'une même famille sont morts en Ouganda après avoir contracté le virus Ebola en RDC. La venue des enfants congolais dans les écoles ougandaises n'a pas tout de suite été bien acceptée par certains parents.
Au début, certains parents ougandais étaient négatifs. Ils disaient que ces enfants du Congo allaient contaminer leurs propres enfants. Mais une fois que nous leur avons appris les procédures à respecter, celles que nous mettons en pratique, nous avons mis un terme aux attitudes négatives. Les Ougandais ont fait le choix de ne pas fermer la frontière avec le Congo, mais plutôt se concentrer sur l'éducation et le dépistage de Ebola, et surtout de faire changer le regard sur la maladie dans certaines communautés qui jusqu'à peu voyaient Ebola comme de la sorcellerie. Le focus à présent, on parle Les de la activistes discrimination pro-démocratie des femmes hongkongais dans leur recherche de stage et d'emploi, un phénomène réel mais pourtant banalisé en Guinée. Elles sont généralement silencieuses sur le sujet, mais dans ce reportage, des victimes ont accepté de témoigner sur les agissements peu orthodoxes de certains chefs d'entreprise à leur encontre. Le point dans ce grand format réalisé par Mohamed Ali, c'est notre focus du jour. Toute discrimination. Aucune discrimination ne peut être faite entre l'homme et la femme dans le milieu du travail. Malgré cela, les victimes sont de plus en plus nombreuses. Moi, en personne, je vous accepte dans mon agence à une seule condition, que vous sortiez avec moi. Tout le monde est pourtant au courant. Mais c'est même une violation de la dignité des femmes. Mais le phénomène semble systématiquement banalisé. Est-ce que vous, dans vos radios, vous avez déjà entendu ça? Salimatou est une jeune épouse, diplômée et pendant longtemps chercheuse d'emploi. Elle a souvent été victime de discrimination, de harcèlement. Dans ce reportage, elle accepte de briser le silence. Oui, bien sûr, c'était en 2013. J'avais postulé pour être agent commercial. Le DG en personne, le responsable de l'agence de la Bellevue m'a appelé en personne. Je suis allée dans son bureau. Il dit: ah madame, vous êtes admise, mais vu que vous êtes la seule femme parmi toutes les personnes retenues, je vais vous proposer quelque chose. J'ai dit d'accord. Après, il m'a proposé de sortir avec lui. J'ai décliné l'offre. Il a insisté, il m'a appelé pendant une semaine, il m'appelait chaque jour. Finalement, je lui ai mal parlé, il a arrêté de m'appeler et moi aussi, je ne me suis plus repartie à l'agence. Mariama Diallo, elle a été rejetée dans 4 entreprises différentes avant d'être finalement acceptée dans une institution publique. Qu'est-ce qui va leur permettre de te retenir? C'est s'ils savent qu'en contrepartie, tu leur rendras, tu leur donneras ce qu'ils veulent. Mais après, tous les hommes de nos jours dans les entreprises, dès qu'une femme dépose, la première des choses qu'on voit, c'est ton physique. Dans un pays où le chômage est presque endémique, un emploi est souvent considéré comme un privilège accordé aux bénéficiaires. Les recruteurs profitent donc de cette situation pour faire des avances prohibées aux chercheuses d'emploi en toute impunité. C'est la même chose que l'accès au marché public pour les femmes. C'est la même chose que les postes au niveau des instances des partis politiques. C'est la même chose au niveau des structures privées. C'est la même chose au niveau des institutions républicaines de l'administration. C'est un problème récurrent. On évoque par ailleurs la qualification entre guillemets naturelle des femmes, les congés de maternité et les responsabilités familiales pour leur refuser un emploi. Évidemment, il peut arriver qu'une banque ou une entreprise industrielle ou en tout cas une société qui dit « je veux un travailleur ». Quand vous choisissez une femme, il peut dire « ah, mais attention, hein, une femme, je ne veux pas une femme qui va me dire après que il faut que j'aille en maternité, je ne peux pas travailler la nuit, ceci, il peut arriver. Et ça, ce n'est pas une discrimination. Le phénomène n'est pourtant pas nouveau. C'est une vieille réalité finalement devenue banale. Dans des institutions publiques, aucun chiffre n'indique l'ampleur de la situation. Et cela, les décideurs politiques le savent. On banalise parce qu'on masque quelque chose, on masque des faiblesses. Donc il ne faut pas en parler, on fait l'omerta dessus.
Sinon, des enquêtes peuvent bien être menées pour pouvoir situer l'opinion sur ce que les femmes vivent comme discrimination à l'embauche ou à l'emploi. De la loi du travail à la Constitution, la discrimination est pourtant reprimée, du moins en théorie, car dans la pratique, les employeurs enfreignent malheureusement ces règles. Si cela est constaté, soit vous harcelez physiquement ou moralement une femme, ou encore vous conditionnez son embauche à d'autres relations non professionnelles, et donc la femme qui est victime de ces ajustements-là a le droit, comme je disais tout à l'heure, de saisir le tribunal du travail, mais on rentre aussi dans le cadre pénal. Les juridictions existent certes, mais la non-vulgarisation des textes de loi et la non-application ont découragé par exemple ces victimes à demander une réparation conformément à la loi. Dans de pareils cas, le juge ne peut s'autosaisir, c'est à la victime de venir vers le juge. Et donc, cette inaction fait que la pratique est banalisée. Aujourd'hui, la banalisation du problème rend difficile la recherche de solutions. Attirer l'opinion publique s'avère donc une urgence. Ah, c'est une urgence, parce qu'on ne pourra pas faire ça. Et c'est des réflexions de femmes, réflexions d'hommes pour faire avancer une société. Et donc c'est une urgence. Les femmes sont considérées pourtant comme un atout pour un développement durable. Des études de la Banque mondiale ont démontré d'ailleurs que la discrimination des femmes perpétue la pauvreté. Les défis sont donc encore énormes, obligés de se battre pour améliorer la place que la société leur a imposée. Pauvreté ou discrimination, en Guinée, les femmes sont des victimes banalisées. C'était le focus du jour. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. À demain. Au revoir.